La dernière question, je l'adresse au ministre de la Sécurité publique. Pourquoi est-ce que le gouvernement tchadien tient toujours à maintenir l'itinéraire des marches pacifiques en N'Djamena, par exemple, du rond-point Hamama au palais du 15 janvier? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas encadrer les marcheurs suivant l'itinéraire qu'ils souhaitent? Merci. Je suis Nestayam Goto de Tchad Info. J'ai deux petites questions. Des pourparlers ont été engagés avec les politico-militaires pour leur faire participer au dialogue national inclusif. Et on constate aussi qu'une tranchée dite de sécurité est creusée autour de la ville de N'Djamena, comme fut le cas en 2008, si je me souviens bien. Est-ce que le gouvernement est en train de se préparer à toutes les éventualités? Ma deuxième question, monsieur le ministre, des politico-militaires ont donné leur quitus à participer aussi au dialogue national inclusif. Alors, s'ils venaient à demander la révision de la charte de transition, est-ce que le Conseil militaire de transition va se plier à ça? Merci. Alors, la question de savoir pourquoi le gouvernement autorise seulement un seul itinéraire, je veux dire tout simplement que le gouvernement n'autorise pas un seul itinéraire. D'abord, je veux dire que nous sommes un des rares pays de l'Afrique centrale à autoriser les marches pacifiques et que nos frères opposants demandaient depuis plus de 60 ans qu'ils n'ont pas eu, pendant la transition, que cette autorisation a eu lieu. Et ça a permis de gérer de façon professionnelle à notre niveau et aussi pour eux, de l'autre côté, nous avons géré plus de 14 manifestations. Ces 14 manifestations, nous n'avons pas autorisé ces 14 manifestations sur un seul axe. Il y a plusieurs axes qui ont été autorisés et les gens ont manifesté dans les différents axes. Je vais le dire tout simplement que si, par exemple, les gens veulent marcher, ils doivent d'abord adresser une demande en bonne et due forme envers la sécurité et qu'en commun accord avec la sécurité, ils doivent décider de quel itinéraire les gens doivent marcher. Tout d'abord, c'est quoi la définition de la marche, d'une marche pacifique? C'est de quitter d'un point A à un point B avec un itinéraire bien défini en commun accord avec la sécurité et de brandir ces plancards et ces banderoles pour exprimer son opinion contre ou pour un système, une opinion ou une personnalité. C'est ça la définition d'une marche. Nous avons eu à constater que les demandeurs de cette marche pacifique ou des meetings faisaient dans les réseaux sociaux, avant que l'autorisation n'arrive au niveau de la sécurité, ils faisaient nous allons marcher sur tel axe, sur tel axe. C'est eux qui définissaient avant la sécurité. Et donc, ils ne savent pas l'axe qu'ils cherchaient a été prévu pour une activité quelconque. Donc il faut qu'au lieu d'annoncer en avance dans les réseaux sociaux, qu'ils viennent nous voir et ensemble nous allons décider de quel itinéraire qu'ils vont marcher. Nous n'interdisons aucun axe, sauf de lieux un peu sensibles. Par exemple, un axe où il y a 3 ou 4 écoles qui sont en face de cet axe, et que l'heure prévue pour la manifestation coïncide avec l'entrée de nos enfants à l'école le matin, ça la sécurité ne peut pas permettre. Ou un autre axe, on peut avoir 3 ou 4 cliniques ou hôpitaux pour ne pas perturber maintenant le cas d'urgence et les malades qui vont à l'hôpital. La sécurité peut décider, voilà, au lieu de suivre cet axe-là, il faut prendre cet axe. Donc ça, c'est en commun accord, ça se décide en commun accord avec les demandeurs de cette autorisation. Mais si, au lieu de déposer cette demande, bien avant, il annonce dans les réseaux sociaux qu'on a défini tel itinéraire.
sans être d'accord avec la sécurité. Et là, ils ne savent pas, sur tel axe-là, il y a qu'est-ce qui est prévu, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour cette raison que nous avons dit, nous avons privilégié certains axes. Et aussi, pour bien respecter, pour aussi donner la valeur à la marche, aux marches pacifiques, nous privilégions certains axes. C'est par rapport à la position de la ville. Nous voulons que tout le monde marche. Par exemple, si nous prenons l'axe du Diguel, par exemple, de Rond-Point à Mama jusqu'au palais de 15 janvier, vous connaissez bien que nous, tout le monde connaît la ville de Djamena. Ça divise la ville en deux. Donc ça facilite ce qui se trouve au nord de l'axe et au sud de l'axe. C'est pour des raisons tout simplement faciliter aussi ceux qui viennent de raccourcir les itinéraires. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette voie qui est l'axe Amama, rond-point 15 janvier. Maintenant, si la personne qui demande ne veut pas aller manifester sur cet axe, il n'a qu'à déposer officiellement une demande et nous lui autoriserons. Il n'y a aucun souci, on ne refuse pas les axes. Voilà, ça c'est la question de cet itinéraire que le journaliste a posé. La deuxième question qui me concerne, c'est la question de tranchées. Moi, je dirais que c'est une question de terminologie. Hein. C'est pas tranché. Le tranché, ça a été donné par ceux qui veulent l'appeler tranché. Je me souviens très bien, en 2006-2007, il a été question de partager les eaux du fleuve Chari en deux. C'est-à-dire faire passer une partie des eaux derrière la ville, pour deux raisons. La première raison, c'est irriguer la ceinture verte, que vous connaissez bien à l'époque, ça fait d'actualité. La deuxième raison, c'est de faire un grand canal qui encercle la ville de N'Djamena et maintenant que la population riveraine de part et d'autre de ce canal bénéficie de cultures maraîchères. C'était ça l'idée de ce canal. Et ça a pris le nom d'un canal, ce n'est pas d'une tranchée, contrairement à ce que les gens disent. Maintenant, par coïncidence, les événements du 2 février 2008 étaient arrivés et j'étais le commandant du bureau des opérations du président de la République, je suivais bien ces événements et maintenant la question sécuritaire est venue s'ajouter après le retrait de cette attaque de la ville de N'Djamena. Donc maintenant, quand ça a commencé, ça a permis aussi sur le plan sécuritaire de réduire le braquage de véhicules dans la ville de N'Djamena. Parce que quand quelqu'un braque un véhicule, il faut qu'il sorte par le checkpoint. Donc avec ce canal, d'abord le drainage des eaux derrière la ville, qui permet aussi d'irriguer la ceinture verte et aussi les cultures maraîchères. Et ça permet aussi de donner à la ville de N'Djamena 5 points d'accès. Et ces 5 points d'accès permettront aussi d'éviter beaucoup de problèmes sécuritaires. Et je crois que c'est cette malcompréhension qui a eu lieu et que les gens ont mal compris. Mais je dirais qu'une tranchée ne peut pas empêcher les rebelles. Une tranchée ne peut pas empêcher les rebelles d'entrer dans une capitale. Dans toute l'histoire de bataille que nous avons connue, les tranchées de Verdun n'ont pas empêché, ou les forêts des Ardennes n'ont pas empêché aux Allemands de prendre Paris. Donc c'est une question, je crois, que les gens disent, mais la question principale, la raison principale de ces tranchées, c'est dans le cadre de la modernisation de la ville de N'Djamena et aussi de faire partager les eaux du lac, plutôt du fleuve Chari, par la population riveraine qui sont derrière notre ville. Moi, c'est André Kodmadjingar, je suis le correspondant de la Voix de l'Amérique. Correspondant de la Voix de l'Amérique. Je reviens sur la situation
dans le Tibesti. Moi, je viens tout droit au but. Est-ce que ce n'est pas l'absence de l'autorité de l'État? Puisque ce n'est pas pour la première fois que de tels actes se produisent dans cette zone. Est-ce que ce n'est pas simplement l'absence de l'autorité de l'État, le manque d'autorité de l'État? Nous avons tous vu les images horribles qui se sont déroulées et que nos services ont été instruits pour investir, enquêter et retrouver ces tortionnaires et ils vont les trouver, ça c'est certain. De deux, je ne suis pas d'accord un peu sur l'absence de l'autorité parce que nous sommes 1 284 000 km² et nous sommes le 5e pays le plus grand de l'Afrique. On peut toujours avoir des cas isolés. L'insécurité zéro n'existe nulle part au monde et que maintenant la question c'est de comment les appréhender que vous avez posé. Nous sommes en cours d'investigation et nous allons les retrouver et les traduire devant la justice. Et puis, je vous ai annoncé, il y a la création de 2 commissions, commission mixte de la sécurité des villes de N'Djamena, commission mixte des armements et aussi une commission mixte de la sécurité, de la sécurisation dans la partie nord du pays. Cette commission, depuis qu'elle est déployée dans cette partie, elle fait bien son travail. On n'attend pas beaucoup, comme avant, le braquage et le vol. Je crois que l'autorité de l'État existe dans tous ces domaines. Le volet judiciaire que je ne maîtrise pas bien, mais le volet sécuritaire, nous contrôlons l'ensemble du parti nord du pays et qu'il y a les forces de défense, le militaire ou aussi les forces de sécurité qui sont là et ils font leur travail de façon exceptionnelle. Vous savez que le nord du pays, nous avons des zones d'orfeuillage, qu'on les appelle les kouris. Kouri 1, Kouri 2, Kouri Bougdi, tout ça. Ces kouris, certains de ces kouris ne sont pas à l'intérieur du Tchad. Et nous avons des milliers d'êtres vivants qui sont là-bas, de milliers de orpailleurs. Ça dépasse même 20 000, 30 000. Qui viennent du Soudan, du Sénégal, du Niger, du Mali, de l'Afrique de l'Ouest et aussi du Tchad. Maintenant, ces vidéos, est-ce qu'elles ne viennent pas de ces zones ou est-ce qu'ils viennent aussi réellement à l'intérieur de nos territoires? C'est une question à se poser aussi. Comme les gens sont libres de filmer, c'est filmé, nous, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ces vidéos se sont passées dans nos territoires. Mais nous avons eu des vidéos non diffusées, certaines vidéos non diffusées dans les réseaux sociaux, pareil comme ce qui vient de se passer, pas beaucoup d'ailleurs, mais quand on a fait des investigations, nous avons trouvé que ces actes ne sont pas commis à l'intérieur de nos territoires. Ils sont commis juste de l'autre côté, en territoire libyen, parce que les kouris sont sur la frontière et aussi de l'autre côté, et aussi à l'intérieur de nos frontières. Donc les kouris qui sont beaucoup plus intenses en termes de orpailleurs se trouvent de l'autre côté. Donc nous sommes en cours d'investigation. Nous allons retrouver maintenant est-ce que ces vidéos ces actes se sont passés à l'intérieur de nos frontières. Et si se sont passés à l'intérieur de nos frontières, nous avons la capacité de les arrêter et de les juger devant les juridictions nationales. Merci. Je m'appelle Sandjimbe Freeman du journal Le Temps. J'ai une petite préoccupation aux membres du gouvernement. Ma première préoccupation, c'est au ministre de la Sécurité. Nous constatons que le gouvernement a fait assez des efforts, les éléments sont bien outillés. Mais on retrouve que ces éléments sur les routes bitumées. En dehors de ces rues bitumées, des ronds-points, les gens qui sont dans les quartiers un peu reculés, on ne les voit pas. Pourquoi cela? Ces hommes n'interviennent que sur les ronds-points. Et au sujet du canal ou tranchée que vous dites, l'on constate qu'à N'Djamena, il n'y a pas des écoles de l'autre côté. Là où on a fait le canal pour drainer de l'eau. Les enfants qui sont de l'autre côté, qui sont divisés, font des distances pour arriver ici et aller à l'école.
Qu'est-ce que vous faites du droit de ces enfants, qui est le droit de l'éducation? Merci, chers collègues. Par rapport aux patrouilles ou bien aux éléments des forces de l'ordre qui sont souvent dans les ronds-points, cette question nous a été reprochée à plusieurs reprises, mais sans que vous le chassiez, dans le fin fond des quartiers, nous faisons aussi des patrouilles, ce qu'on appelle les patrouilles pédestres. Nous avons aussi des éléments habillés en civil qui font des patrouilles dans les quartiers, dans les fins fonds des quartiers. Et aussi, nous avons la présence massive au niveau des ronds-points a été diminuée, si vous constatez, ces derniers temps. Ça a été dans le temps, c'est vrai, mais quand on nous a été reproché et que nous avons pu vérifier, c'est vrai, il se cantonne dans les ronds-points. Quand il y a quelque chose, d'abord, ils vont vers le lieu de l'incident. Maintenant, nous avons changé la stratégie que vous allez trouver les forces de l'ordre dans le quartier, dans les fins fonds des quartiers et aussi dans les ronds-points. Mais la visibilité de véhicules de la police ou de la garde nationale ou de la gendarmerie ne peut pas dire que dans le reste des quartiers il n'y a pas de forces de l'ordre. Il y en a, mais le plus souvent aussi ils sont bien en civil. Parce que nous avons aussi des gens qui se déploient en civil pour aller voir de l'autre côté. Bon, je profite aussi de l'occasion pour dire un mot sur la manifestation ou sur les marches pacifiques. Vous savez, avant l'autorisation, le constat que nous avons fait, c'est un constat un peu... ce qui nous a poussé à moderniser un peu nos polices aussi. Ça nous a permis aussi de professionnaliser notre système de gestion de foule. C'est quoi? D'abord, avant, on se confrontait à des esprits un peu brutaux. Quand les manifestants descendent dans la rue, pour eux, c'est synonyme de casser, de brûler le goudron, de saccager et aussi de détruire les biens publics ou privés. De la même manière, les forces de l'ordre, quand ils descendent en face, quand ils retrouvent maintenant les manifestants, c'est synonyme aussi de taper, matraquer, arrêter, brutaliser. C'était ça avant. Donc, depuis qu'on a autorisé, comme je venais de dire, nous avons eu à gérer 14 manifestations encadrées et gérées sans avoir eu de casse, sans avoir eu aussi de brutalité, et que ça a passé de façon vraiment très exceptionnelle et très bien gérée. Maintenant, je vais dire qu'un grand meeting ou une marche, si cette activité menace l'ordre public, l'État a dans son droit absolu de prendre les dispositions nécessaires et d'éviter les risques. Ça fait partie un des attributs de l'État que nous venons de vous dire. Nous invitons maintenant à tous ceux qui désirent manifester de suivre le texte de la République. Et aussi, nous avons tout dernièrement diffusé un arrêté qui réglemente, conformément aux lois numéro 032 et à l'ordonnance 023 portant régime des associations et des partis politiques, que les choses sont claires. Je crois que je les envoie aussi dans cet arrêté et dans ces deux lois, dans cette loi et dans cette ordonnance, qui respectent ça. Quand un parti politique est mûr, il faut qu'il respecte aussi les lois de la République. Et nous aussi, nous sommes là, au niveau de la sécurité, pour respecter les lois et les textes de la République, comme je venais de vous dire, dans la règle de l'art. Voilà, je vous remercie pour ça.
Et que, voilà, c'est la question qui me concerne, je crois que c'est ça.